Seigneur, merci pour ce jour que nous avons la bénédiction de recevoir. Merci pour les heures du Saint Sabbat qui sont arrivées. Alors que nous venons près de toi ce soir, nous te demandons ton aide, s'il te plaît. Car le sexisme est si profondément ancré en nous et nous voulons changer. Et alors que nous y regardons avec également les problèmes associés à l'idéologie de la gauche, puisses-tu, Seigneur, nous bénir pour réparer les dégâts qui ont été faits et que nous avons laissé faire, que nous soyons plus aptes à servir tes besoins et à être une bénédiction pour nos semblables. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. J'ai pensé que si les gens n'y voyaient pas d'inconvénient, que nous puissions consacrer un petit temps, un petit moment au commencement de chaque semaine, peut-être pas toutes les semaines, mais la plupart des semaines, juste un petit espace au début pour dire quelque chose qui n'a rien à voir avec les classes que nous faisons. Parfois, je tombe sur quelque chose et je pense que ça vaut la peine de le partager, de le dire. J'avais 2 informations cette semaine que je voulais aborder. Je suppose que c'est un peu de préliminaire et puis nous allons revenir et continuer avec les cours. Je ne veux pas occuper la moitié de la classe avec un sujet différent, alors je pourrais en faire un et voir combien de temps le sujet prend pour être traité. J'aimerais vous rappeler une affaire judiciaire dans les médias qui ont dit que tous les Australiens connaissent cette affaire, mais je ne suis pas sûre si vraiment c'est juste, parce que près de la moitié des personnes de la communauté où je vis, près de la moitié des personnes ici présentes ne sont pas nées en Australie. Donc, pour une affaire qui s'est déroulée il y a plus de 40 ans, il est problématique de dire que chaque Australien doit la connaître. Mais y a-t-il quelqu'un ici qui ne connaît pas le nom de Lindy Chamberlain? Si vous pouvez lever votre main dans le chat. Si vous ne savez pas qui est Lindy Chamberlain. Je donne aux personnes un peu de temps pour réfléchir. Une main. Peut-être que vous avez entendu l'histoire, mais que le nom vous échappe. Peut-être qu'il vous reviendra, mais je vais vous expliquer un peu dans le détail. Alors, c'est un cas dans les années 80. C'était des adventistes, je crois que c'était un pasteur adventiste, c'était une famille jeune. Ils avaient un certain nombre de jeunes filles et ils ont finalement eu une petite fille, elle avait 6 semaines, Azaria Chamberlain. Et ils sont allés camper à Uluru, en Australie. C'était au milieu des années 1980 et ils campent dans un terrain de camping populaire à Uluru. Il y a d'autres personnes là-bas. Il y a d'autres personnes qui campent ici au centre de l'Australie. Et Lindy Chamberlain remarque qu'un dingo s'est glissé dans le camping et a enlevé sa petite fille. Et elle crie à tous les campeurs, « Un dingo a mangé mon bébé ». La nation entière a suivi ce qui s'est passé. En 1980, à Uluru, au cœur rouge de l'Australie, un bébé de 2 mois a disparu du camping local. Ses parents, Lindy et Michael Chamberlain, ont affirmé qu'Azaria avait été enlevée par un dingo. Les pisteurs et la police ont fouillé la zone plate et pousseilleuse, ainsi que le bush, mais n'ont rien trouvé. Dans un premier temps, les Chamberlain ont été crus, mais une semaine après la disparition, la police a retrouvé la combinaison du bébé ensanglanté et déchiré, et les médias sans preuve ont suggéré que Lindy
Lindy Chamberlain avait assassiné sa fille. Elle était jeune, séduisante, énergique, issue de la classe ouvrière et elle a exaspéré les médias et le public dès le début. Elle a regardé les caméras dans les yeux, elle n'a pas craqué, elle a parlé d'un ton résolument monotone. Elle s'en prenait aux journalistes lorsqu'ils posaient des questions inappropriées. Elle n'a pas voulu jouer devant les caméras le rôle de mère angoissée qu'on attendait d'elle. Elle a refusé de céder à des accusations sans fondement. Dans tout le pays, des journaux, des reportages télévisés et radiophoniques ont incité le public à trouver le comportement de Lindy Chamberlain suspect et ont suggéré que son affirmation de l'agressivité du dingo était sans fondement, malgré le fait que le ranger local demandait depuis 2 ans aux autorités locales de lancer un abattage de dingo devenu menaçant. Ils ont rapporté qu'elle habillait son bébé en noir. L'interview de 60 minutes avec elle était intitulée « Avez-vous tué Azaria ?» Pour calmer l'hystérie des médias et du public, le coroner, le médecin légiste de la première enquête, annonce en direct à la télévision ses conclusions quant à l'innocence des Chamberlain. Déclarant vouloir mettre un terme aux ragots les plus malveillants jamais vus dans ce pays. Impénitente, la police poursuit ses investigations et les médias maintiennent leur ligne de conduite selon laquelle la femme a égorgé sa fille. Après une deuxième enquête et un procès, Lindy Chamberlain est condamnée à la prison à vie pour meurtre, bien qu'aucun corps ou arme n'ait été retrouvé et qu'aucun motif n'ait été établi. Les manifestants à l'extérieur du palais de justice portent des pancartes sur lesquelles on peut dire « Ne tirez pas sur des animaux pour les mensonges humains. Le dingo innocent est la libérée, non, pendez-la. » Lourdement enceinte tout au long du procès, elle a accouché à l'hôpital de Darwin et a ensuite été renvoyée en prison. Pendant ce temps, un dingo a pris mon bébé est devenu un slogan dans le monde entier. Et c'est même entré dans les scripts de Simpson et de Seinfeld. Aujourd'hui, on dirait dans les émissions de show. 3 ans après son incarcération, la police a trouvé par hasard des preuves qui ont prouvé son innocence. Elle a été libérée immédiatement, accompagnée d'excuses honteuses du gouvernement. Lors du procès suivant, des témoins experts ont affirmé que les marques sur la combinaison du bébé la combinaison du bébé correspondait en fait aux marques faites par les dents du dingo. 20 ans après que Lindy Chamberlain ait été graciée, une autre mère a été attaquée par les médias. En 2007, Madeleine McCann a été portée et disparue. Au début, les gens étaient compatissants, mais il ne leur a pas fallu longtemps pour se retourner contre la mère. La mère de Madeleine était trop séduisante, trop mince. Elle était d'une composition suspecte. Comme Lindy Chamberlain, Kate McCann a été critiquée pour ne pas avoir assez pleuré. Un journaliste a suggéré que c'était parce qu'un spécialiste des enlèvements lui avait dit de ne pas récompenser un kidnappeur avec une carapace d'émotion. Les gens ont suggéré que seul un certain type de femme pouvait suivre ce conseil. Des affirmations sans fondement ont été faites. À cette époque, Lindy Chamberlain a reproché aux médias de traiter Kate McCann de la même manière qu'elle a été traitée. Elle a déclaré dans une interview « Comment pouvez-vous vous excuser auprès de moi et refaire ça à quelqu'un d'autre ?» J'aimerais lire un autre article. Il est daté de 2020. Cela fait 20 ans que la vie de Lindy Chamberlain s'est transformée en un cauchemar sans fin. Ils disent qu'il n'y a pas une personne en Australie qui ne connaisse pas cette affaire. Je ne suis pas si sûre que ce soit exact. La vérité dans cette affaire était moins attrayante pour une meute de journalistes affamés et un public sceptique alimenté par des préjugés sexistes. Un dingo enlevant un bébé d'une tente au milieu de l'outback est devenu plus farfelu que la possibilité que la mère ait mis en œuvre une stratégie alambiquée et ait tranché la gorge de sa fille à quelques mètres de plusieurs témoins possibles. Elle a été jugée froide, insensible, sans émotion, vide. Bien sûr, sa citation est devenue populaire parce que les médias et les publics n'ont jamais perçu Lindy Chamberlain comme un être humain. Elle était un monstre bien avant que son procès ne commence. Et une citation prononcée par une mère en deuil a été utilisée, et là encore, pour se moquer et minimiser un accident horrible.
C'est devenu une référence iconique de la culture pop. Quand je pense que Lindy Chamberlain a dû ressentir à ce sujet, je suis envahie par un sentiment de honte et de déchirement. Comment avons-nous pu nous tromper à ce moment? Comment un public, les médias Hollywood, les Simpsons ont-ils pu s'emparer à une citation d'une expérience aussi horrible pour en faire une référence moqueuse à la culture pop? Ceux qui étaient Seinfeld et les Simpsons à l'époque et aujourd'hui Twitter, les influenceurs des médias sociaux et Saturday Night Live. La réponse est oui et simple, mais elle n'apporte aucun réconfort. Lindy Chamberlain ne correspondait pas à l'image que l'on se fait d'une mère en deuil. Peu importe que pas une seule preuve tangible ne pointe vers sa culpabilité. Peu importe que les éclaboussures de sang apparemment trouvées dans sa voiture soient en fait des éclaboussures de peinture mélangée à de l'oxyde de fer provenant d'une ville de Mount Isa. Peu importe qu'elle ait soit 10 ans commis le mort disposé du corps, essuyé de le sang, peu importe que plusieurs anciens épisteurs indigènes vivant à l'Uluru aient témoigné de la présence de nouvelles traces de dingo le jour suivant de la disparition d'Azaria. Peu importe que plusieurs passant dans un trek aient juré avoir entendu le bébé crier. À ce moment-là, tout cela n'avait pas d'importance parce que Lindy Chamberlain n'a pas assez pleuré, n'a pas assez crié, n'a pas pleuré suffisamment, montré assez d'émotions féminines. Pour cette seule raison, la police, les médias et les publics ont déterminé avec une force rapide qu'elle était coupable, elle était un monstre. Et c'est ce même thème que nous retrouvons à travers le temps et dans d'innombrables affaires. Les femmes qui ne se comportent pas comme nous l'attendons d'elles, les femmes qui brisent la norme, sont très probablement des femmes maléfiques. Ils reviennent à nouveau à Kate McCann, mais pas Kate McCann. Amanda Knox, Foxy Knoxy, surnommée par des médias en ébullition à l'époque, est devenue le principal suspect, son manque apparent d'émotion montré plus tard au procès a ironiquement souligné sa culpabilité. Les gens réagissent différemment au traumatisme. Lindy Chamberlain a peut-être échappé à la majorité de sa peine de prison à vie, mais elle l'a terminée à l'extérieur. Je connais des personnes âgées, des femmes âgées qui ont subi leur propre abus et sur leur lit de mort, elles disent, quelles que soient les preuves, elles disent qu'elles ne vont pas croire que Lindy Chamberlain n'a pas tué son bébé. Rien ne les ébranlera de cette conviction parce qu'elles ont vu son manque d'émotion. Les femmes plus âgées qui ont été abusées ont adopté cette position et continuent de le faire. 40 ans après avoir perdu son bébé, elle est encore tourmentée par des inconnus dans la vie qui la reconnaissent et la saluent avec des dingos. Il est difficile de croire que Chamberlain trouvera un jour une paix durable. Nous lui avons volé cela, car nous avons volé des milliers, comme nous avons volé des milliers de femmes à travers les âges. Alors, Linda Chamberlain, une parmi tant, Monica Lewinsky, maintenant des comédiens de fin de soirée, les commentateurs sociaux disent comment avons-nous pu traiter Monica Lewinsky si mal? Ils n'ont pas changé. C'est 20 ans plus tard. Britney Spears, Amanda Knox, Kate McKinnon, quelques cas célèbres parmi tant d'autres. Quand vous regardez à Amber Heard, pouvons-nous supporter le niveau de la société avec ce préjugé qui n'a pas changé? Si vous allez dans la section des commentaires, c'est vraiment dangereux de le faire. Les premiers commentaires des femmes sont du genre « Je ne crois pas ce que disent les médias sur le fait que le jugement de cette cour est erroné. Je suis si heureuse que cela ait été diffusé en direct car j'ai pu voir de mes propres yeux qu'elle était manipulatrice et qu'elle mentait. Dans le contexte des femmes et des affaires que j'ai mentionnées, qu'est-ce que ces personnes pensent avoir vu à la caméra qui suggère qu'Amber Heard était manipulatrice et menteuse? Que pense un jury avec le même préjugé sexiste que celui qui a examiné Chamberlain? Qu'est-ce que le jury majoritairement masculin pense avoir vu pour dire qu'elle mentait alors qu'un juge a décidé qu'elle ne mentait pas? Amanda Knox s'est depuis exprimée contre la nature sexuée de la honte publique. Ils reconnaissent ce qu'elles vivent. Le problème est que les mêmes commentateurs
les descendants immédiats des commentateurs qui pensaient qu'il était drôle de broyer Monica Lewinsky sont silencieux aujourd'hui. Il n'y a pas eu de changement. Je veux le comparer et nous ne le détaillerons pas pour le temps, mais je voulais parler un peu de Steve Bannon, peut-être la semaine prochaine. Au début, je vais faire quelques observations sur Steve Bannon. Mais l'une des choses que les gens qui écrivent sur lui trouvent fascinante, je pense que vous vous souviendrez de l'histoire si je l'évoquais. C'est une histoire célèbre. Vous entendez les commentateurs sociaux mentionner O.J. Simpson d'une manière humoriste. Ah, voici le type qui a tué sa femme. Les gens ont moins de mépris visible pour lui que pour McCann. Mais Steve Bannon est un sujet particulièrement intéressant. Et les gens qui l'ont connu et qui travaillent à Washington disent que c'est vraiment incroyable. Si vous allez à Washington, les gens détestent ce qu'il représente. Les démocrates, l'aile gauche, les progressistes détestent ce que Steve Bannon dit et ce qu'il représente, mais ils l'aiment. Ils aiment l'homme. Ils le trouvent charmant. Et c'est quelque chose qui les amuse encore et encore. C'est comme pourquoi l'aimons-nous autant? Et je pense qu'il sera intéressant d'étudier ce point, car ce comportement va à la racine des biais sexistes. Les femmes sont jugées comme elles le sont, mais il faut aussi revenir en arrière pour regarder un homme comme Steve Bannon. Steve Bannon est charmant, ils ne savent pas pourquoi, mais leur cœur se réchauffe quand ils le voient, quand il lui parle. Il a de nombreux amis à gauche qui ne sont pas d'accord avec lui, mais qui aiment d'être ses amis parce qu'ils pensent que c'est une personne très agréable à côtoyer. À part la décision du jury dans l'affaire judiciaire avec Amber Heard et Johnny Depp, la décision la plus stupide a été la diffusion en direct. D'avoir médiatisé le procès devant un public qui pense pouvoir, de ses propres yeux, juger de sa culpabilité. Cette décision, combinée aux médias sociaux, a donné naissance au bûcher des sorcières et à cette lapidation des temps modernes. C'est tellement pire que ce qu'ont vécu toutes les femmes que j'ai mentionnées. C'est pire. Mais la décision d'avoir agi de la sorte est méprisable. Et que des gens prétendent être des féministes. Nous sommes féministes, mais n'appelez pas des dingos pour une femme qui devait être pendue. Rien n'a changé dans la société. Les médias sociaux font en sorte que ça ne change pas. Je voulais rappeler aux personnes que Lindsay Chamberlain a un long héritage. Ce sont quelques cas célèbres. Il y a une femme aux États-Unis, je crois qu'ils ont réussi à suspendre son exécution. Elle était dans le couloir de la mort pour avoir soi-disant assassiné son enfant. Le principal problème, selon les premiers intervenants, c'est qu'elle n'a pas montré assez d'émotion. Et pour cela, elle a été envoyée dans le couloir de la mort. Ils essaient de la sauver. Les preuves ne montrent pas qu'elle a tué son enfant. Mais c'est quelque chose que la société et dans ce camp les premiers intervenants, les médias, les jurys font encore. Nous n'aurons pas pu nous permettre, si nous étions de retour de l'handicap, de nous ranger du côté de la société. Je voulais nous rappeler ces affaires avant de commencer, pour essayer de faire passer ce point sur les billets. Nous pouvons commencer notre révision en reprenant là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Et oui, merci de m'avoir rappelé de dater le tableau. J'ai oublié, c'est bien de me le rappeler.
Donc la semaine dernière, je vais faire un pas en arrière. Nous avons pu arriver à l'une des conclusions dont nous avons besoin lorsque nous regardons l'Église et l'État. Nous avons dit que ce n'est pas fondamentalement l'Église, c'est fondamentalement la culture et l'État. C'est une conclusion importante à laquelle nous sommes arrivés. Nous avons encore beaucoup à dire à ce sujet, mais nous avons laissé la culture de côté pendant un montant et nous sommes revenus sur l'aile gauche la semaine dernière. Nous voulons commenter. Nous voulons ramener l'aile gauche dans l'histoire parce que nous avons montré les problèmes de l'aile droite, sa préférence pour la liberté plutôt que l'égalité. Nous voulons faire marche arrière. Et alors que nous identifions la culture comme le problème, je veux que nous abordions toutes les questions en même temps, comme une méthode en spirale, parce qu'ils sont tous liés, ils sont interconnectés. Je ne pense pas que ça marchera si nous nous occupons seulement de l'aile droite, puis seulement de la culture, puis de l'aile gauche. Ils sont trop interconnectés. Nous nous occupons de tout en même temps et nous revenons en arrière. Et nous les interconnectons. Nous avons l'aile gauche, l'égalité au-dessus de la liberté, l'aile droite, la liberté au-dessus de l'égalité. Nous avons enquêté sur l'extrême gauche. Nous avons utilisé The Grey Zone comme un exemple. Je veux donner quelques autres exemples aujourd'hui. Il s'agit d'une source, mais sous Grey Zone qui est une source, nous avons particulièrement Max Blumenthal, Anya Parampil. C'est Anya Parampil, c'est sa femme maintenant, Max Blumenthal. Aaron Nate. Ben Norton. Et Ben Norton. Ils font partie des principaux leaders de The Grey Zone, ce magazine. Et nous avons montré comment ils ont fait sans approfondir le pourquoi. Si nous approfondissons le pourquoi, nous commençons à aborder les problèmes de l'aile gauche. Mais nous avons établi des faits, puis utilisé des preuves pour démontrer pas qu'ils ont tendance à le faire, mais qu'ils soutiennent des régimes autoritaires terribles. Parmi eux sont Maduro au Venezuela. Je veux prendre un instant pour ajouter du poids à ce point. Au Venezuela, en 2019, il y a eu une élection et tout le monde pense que c'était une élection spectacle. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, quelqu'un que nous devrions tous connaître maintenant pour cette période, Zaïd Raad Al-Hussein, a noté que ce bureau était préoccupé par le fait que les rapports sur les exécutions extrajudiciaires jetaient des doutes sur l'équité, déclarant que dans ce contexte ne remplit en aucun cas les conditions minimales pour les élections libres et crédibles. Je voulais le mentionner dans le contexte de cette élection spectacle de 2019 au Venezuela, car nous le connaissons maintenant. L'Union européenne, l'Organisation des États-Unis, le groupe de Lima et les pays et des pays dont l'Australie et les États-Unis ont rejeté le processus électoral. Cependant, des pays comme la Chine, Cuba, l'Iran, la Russie, la Syrie et la Turquie ont reconnu les résultats des élections vénézuéliennes. Je vais essayer. Je vais essayer de partager mon écran. Et je vais vous jouer un peu Tucker Carlson.
Alors, je double-check. Est-ce que tout le monde entend ce qui est dit? Non, je ne pouvais pas l'entendre. C'est un peu bas le son. Can hear it, but it's quiet. Stop share, sorry. It's quiet. Donc le son est faible, ok? Okay, I think I can Je réessaye et je vais augmenter le volume. One moment. Annie Parampil, est-ce que vous entendez maintenant? Okay, great. Yes. Ania Parampil est une journaliste qui a passé un mois au Venezuela pour faire des reportages sur le terrain et elle nous a rejoints ici en studio. Merci Ania d'être venue, merci de m'avoir invitée. Que pensez-vous de la couverture médiatique de cette affaire? Vos téléspectateurs ne seront pas choqués d'entendre ça, Tucker, mais les faux médias mentent sur la situation Venezuela. Laissez-moi vous le dire de cette façon. Imaginez qu'Hillary Clinton ait refusé d'admettre sa défaite après avoir perdu contre le président Trump en 2016 et qu'elle ait réuni un groupe de 24 soldats américains et tenté de prendre la Maison Blanche par la force. Je ne pense pas qu'elle marcherait librement dans les rues comme John Guaido le fait en ce moment en Caracas. Et je pense certainement que les médias appelleraient cela à juste titre un coup d'État. Et laissez-moi vous dire que quand il s'agit de ce qui se passe sur le terrain là-bas, j'y étais pendant un mois au début de cette année. L'opposition n'a aucun soutien populaire. Juan Guaido a prouvé aujourd'hui une fois de plus qu'il n'arrivera au pouvoir que sur le dos d'un char américain. C'est l'extrême gauche pour vous. C'est l'extrême gauche sur Tucker Carlson. C'est Ania Parampil, la femme de Max Blumenthal, l'un des 4 opérateurs clés de The Grayson, le site. Je voulais donner une preuve, c'est un régime parmi tous les régimes qu'ils soutiennent. Et ils le font, ils vont au Venezuela, ils vont en Syrie, et ils racontent cette histoire. Ils ont une base, une plateforme, et ils viennent donc d'une plateforme différente que celle de Tucker Carlson. Ils sont persuadés que les problèmes du monde sont du nouveau colonialisme, de l'impérialisme américain par la CIA, par l'État profond américain. Comme elle l'a dit, Maduro a été élu légitimement. Nous avons cité le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pendant cette période, qui dit qu'il y a eu des exécutions extrajudiciaires. Tout le pays et les agences qui ont rejeté les résultats, tous ceux qui l'ont fait, et nous les voyons s'aligner avec ces régimes parce que, comme elle le dit, le changement de régime ne passera que par les chars américains parce que le peuple ne veut pas de l'opposition. C'est fondamentalement faux. Lorsque vous allez dans ces pays, comme elle l'a fait, Nicolas Maduro les prend sous son aile. Il les amène dans les parties du pays qui ont encore de la richesse, où ses copains se trouvent. Ils savent comment faire fonctionner le système. Quand ils vont à la rencontre de Nicolas Maduro, de Bachar Assad, c'était pour enfoncer un peu plus le clou, le Venezuela, la Syrie, la Russie, la Chine. Question, revenons à cette ligne. Éloignons-nous de The Grayson, car ce n'est qu'un exemple. Question, sur cette ligne, dans ce contexte, où placeriez-vous Julian Assange? Avez-vous eu des problèmes jusqu'à présent pour comprendre la politique de Julian Assange? Beaucoup de gens en ont, moi aussi, jusqu'à ce que je comprenne cet élément. Je n'étais pas en mesure de comprendre Julian Assange. Je ne pouvais pas comprendre Wikileaks. Est-ce que ça a du sens maintenant? Où le placeriez-vous?
Si les personnes sont silencieuses, il faudrait que j'interroge Katrina. Probablement juste là avec les autres comme The Grayson. Tant de publications sont troublées par Julian Assange. Elles ne savent pas comment le comprendre. Julian Assange, Wikileaks, ils sont très à gauche, très à l'extrême gauche. Pourtant, ils aident Trump à se faire élire. Et il est profondément Hillary Clinton. Il y avait des articles confus. Comment Julian Assange est-il devenu, en citant un article, la cheville ouvrière de l'information de l'extrême droite? Comment est-il devenu le héros de Donald Trump? Oui, Catherine. Cela fait partie du contexte dans lequel nous pouvons comprendre Julian Assange et Wikileaks. Il y a Wikileaks, la source internationale, la fuite du journaliste, si nous pouvons l'appeler ainsi. Il y a ce Wikileaks international, mais l'Australie avait aussi un parti Wikileaks, séparé du média international Wikileaks. En 2013, le parti politique australien de Wikileaks a envoyé une délégation en Syrie pour rencontrer Bashar el-Assad. L'Organisation internationale des médias Wikileaks a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance de cette délégation et qu'elle ne l'avait pas approuvée. Mais cette délégation comprenait des membres du parti australien Wikileaks et le père aussi de Julian Assange. La délégation visait à manifester sa solidarité avec le peuple syrien et à s'opposer à l'intervention militaire occidentale en Syrie. John Shipton, le père de Julian Assange, PDG du parti politique, était du nombre de ceux qui, le 23 décembre 2013, 2 ans après le début de la guerre civile, ont rencontré Assad. Wikileaks, l'organisation médiatique internationale, a protesté une fois qu'elle a découvert ce qu'ils ont fait, car elle a dit que cela serait filé sans ménagement. En d'autres termes, vous n'auriez pas dû, car nos médias utiliseraient cette action contre nous. Non pas parce que rencontrer Assad, ce violeur de droits de l'homme, était une mauvaise idée, mais parce qu'ils étaient inquiets de la façon dont la publicité serait tournée. La délégation était composée de membres du Conseil national de Wikileaks, de Tim Anderson, universitaire de l'Université de Sydney, de Jamal Daoud, militant pour les réfugiés. J'aimerais lister quelques noms, l'ajouter au tableau Wikileaks. Wikileaks est aussi à gauche que The Grayson. Alors, Wikileaks, Julian Assange, pourquoi est-il si proche de Vladimir Poutine? Pourquoi aime-t-il exploiter ses services Internet à partir de la Russie? Pourquoi n'attaque-t-il pas les régimes autoritaires et ne s'en prennent-ils qu'aux États-Unis et à certains autres pays occidentaux? Pourquoi leurs reportages sont-ils si biaisés? Pourquoi ne s'attaque-t-il pas au génocide qui se déroule en Chine s'ils ont accès aux informations dont ils disposent? Ils ont un objectif, et c'est celui de The Grayson. Je veux également mentionner Tim Anderson en tant que personne distincte, car son nom reviendra. Le parti Wikileaks a déclaré que la visite en Syrie visait à montrer l'opposition à la violence et à l'intervention militaire occidentale. Leur crainte est la même que celle exprimée par Anna Parampil, à savoir qu'un changement de régime se produise au Venezuela sur le dos des chars américains. Ils veulent que les États-Unis restent en dehors et ce faisant, ils montrent tacitement, parfois ouvertement, leur soutien à des régimes. Le parti Wikileaks a été le premier parti en Australie à mettre en garde contre les conséquences mortelles d'une intervention militaire occidentale en Syrie. Ils sont allés plus loin en mettant en doute la crédibilité des prétextes d'une telle intervention en se basant sur des rapports non corroborés de l'utilisation par l'armée syrienne d'armes chimiques contre des citoyens civils. C'est ce qu'ils nient tous être arrivé. The Grayson adopte la même position.
Tim Anderson a fait campagne en faveur de Timor oriental, de la Corée du Nord, de Cuba, du Venezuela, de la Palestine et de la Syrie. La guerre civile, dit-il, est une fiction créée par les États-Unis pour détruire une nation indépendante. Je veux en mentionner un autre, Glenn Greenwald. Je le fais pour illustrer que The Grey Zone n'est pas le seul, il s'agit d'un phénomène de gauche plus largement. Glenn Greenwald commente l'insurrection du 6 janvier. Il dit « En effet, en ce qui concerne le mélodrame, l'histrionique et l'exploitation des niveaux de peur de l'émeute du 6 janvier, il n'y a jamais eu de limite apparente. Aujourd'hui, le premier anniversaire de cette émeute de 3 heures, il n'y a pas de fin apparente en vue. Trop d'élites politiques et médiatiques sont bien trop acquises à ce récit maximaliste pour qu'elles y renoncent volontairement. L'orgie de psychodrame d'aujourd'hui était bien pire et bien plus pathétique que ce à quoi je m'attendais. L'idée que l'émeute du 6 janvier était une sorte de tentative sérieuse d'insurrection et du coup d'État était risible dès le départ, et elle est devenue encore plus absurde avec le temps et l'émergence de nouveaux faits. Anya Parampil a déclaré que si Hillary Clinton n'avait pas concédé sa défaite en 2007, elle ne se promènerait pas librement dans les rues. Tout le monde reconnaît qu'il s'agit d'un coup d'État, et pourtant, lorsque Donald Trump, quelques mois après qu'elle ait fait cette déclaration dans l'émission de Tucker Carlson, Donald Trump ne concède pas à sa défaite et fait un coup d'État légitime, l'extrême gauche dit « Ok, c'est du psychodrame, c'est du mélodrame, c'est de l'exploitation de la peur. » Pourquoi déteste-t-il Hillary Clinton? Il y a une citation tirée de The Atlantic, un article de The Atlantic intitulé « Donald Trump défend les défenseurs de la gauche de Donald Trump, pourquoi certains progressistes minimisent l'ingérence de la Russie dans l'élection. Lorsqu'il s'agit d'une éventuelle collusion avec la Russie, les défenseurs les plus intéressants de Donald Trump ne se trouvent pas à droite, ils résident à gauche. Maintenant, cet article remonte à 2016 et à l'ingérence de la Russie dans l'élection, et ils disent que les défenseurs les plus intéressants de la Russie et de Donald Trump viennent de l'aile gauche et non pas de l'aile droite. Sean Hannity et Newt Gingrich ne défendaient pas un principe, ils défendent un patron. Jusqu'à récemment, ils étaient des ultra-orthodoxes. Maintenant, pour minimiser l'ingérence de la Russie dans les élections de 2016, ils sonnent comme des ultra-doves. Tout ce qui compte, c'est de soutenir leurs alliés à la Maison-Blanche. Pour les défenseurs de la gauche, comme Max Blumenthal et Glenn Greenwald, en revanche, l'idéologie est reine. Blumenthal et Greenwald détestent Trump. Ils sont de l'aile gauche, mais ils détestent encore plus la politique étrangère belliciste. Ils minimisent donc l'ingérence de la Russie dans les élections pour s'opposer à ce qu'ils considèrent comme une nouvelle guerre froide. C'est une position de principe authentique. Le problème est que les principes les aveuglent aux faits. Mardi, dans l'émission de Tucker Carlson, Blumenthal a exposé les arguments progressistes contre l'hystérie russe. En ce qui concerne l'ingérence de la Russie dans l'élection de 2016, les progressistes comme Blumenthal se comportent comme de nombreux conservateurs se comportent sur le changement climatique. Les conservateurs craignent que les progressistes utilisent le changement climatique pour imposer de nouvelles réglementations à l'économie, et parce qu'ils s'opposent à la solution, ils prétendent qu'il n'y a pas de problème. En craignant une solution, une intervention américaine à tous les niveaux, la gauche prétend qu'il n'y a aucun problème avec ces régimes. C'est à peu près ce à quoi nous arrivons avec l'aile gauche, mais nous devons être beaucoup plus précis à ce sujet. S'ils sont tellement de gauche, pourquoi sont-ils sur l'émission de Tucker Carlson? Pourquoi sont-ils sur Tucker Carlson, Fox News? Avez-vous une idée? Comment peuvent-ils trouver un terrain d'entente avec Tucker Carlson? Raymond? So, I don't know if this is thinking a bit differently, but, alors, je ne sais pas si c'est une façon de penser un peu différente. J'ai vu
quelques graphiques récemment. Traditionnellement, nous regardons un SPED sur une ligne comme celle-ci, mais ils ont commencé à la représenter sur un cercle. Je me demande donc si l'aile gauche et l'aile droite aux extrêmes ne sont pas un peu comme ça, qu'elles finissent par boucler la boucle. Même si elles n'ont pas les mêmes raisons, ils finissent par avoir des résultats très similaires, identiques. Je pense qu'avec chaque partie que nous avons prise dans ce mouvement, nous sommes conduits par la prophétie, par le message prophétique. Et l'élection 2016 a beaucoup à nous dire, non pas dans le processus électoral, mais dans la compréhension qu'Hillary Clinton était, si ce n'est la solution complète, le début de la solution au problème des États-Unis. Mais c'est mondial maintenant, pas au niveau national, mais aussi en ce qui concerne la politique étrangère. Ce que je crois que les gens ont fait dans ce mouvement. Quand nous avons dit qu'il fallait passer de l'aile droite à l'aile gauche, ceux qui ont dit bien sûr, nous passerons de l'aile droite à l'aile gauche, mais ils sont passés à l'aile gauche. Et comme je l'ai dit au commencement, ils ont listé toutes les femmes et elles ne sont pas aimées. Hillary Clinton n'est pas aimée. Beaucoup de progressistes, de démocrates, des personnes de l'aile gauche aiment personnellement Steve Bannon plus qu'ils n'aiment Hillary Clinton. C'est lié au genre. Et les gens de ce mouvement, ils sont passés à l'aile gauche et ont trouvé tous les courants qui, même s'ils ne s'opposent pas explicitement à Hillary Clinton, leur permettent au moins de l'ignorer. L'ignorer en tant que personne et aussi ignorer tout ce qu'elle représentait pour lequel elle se battait. Je comprends qu'il existe maintenant des graphiques qui utilisent différentes manières. Je pense que le problème qu'ils ont est que les graphiques ne semblent jamais leur rendre justice. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne veux vraiment pas que nous perdions de vue le fait qu'ils partent de plateformes complètement différentes, l'extrême, la gauche et la droite. Et comme vous l'avez dit, et vous l'aurez, je ne dis pas que vous avez dit quelque chose de mal. Vous avez reconnu pour des raisons différentes, mais ces raisons sont cruciales. Ce sont des raisons opposées entre Tucker Carlson et Anya Parampil. Ils partent d'une plateforme très différente. Ma préoccupation pour ce mouvement n'est pas qu'il regarde Tucker Carlson et aime ce qu'ils entendent. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils partent de cette plateforme et ce n'est pas une plateforme d'Hillary Clinton. Mais je pense que c'est exact. Si ça ne te dérange pas, que compliquer un peu plus la politique nous amène à notre solution. Brendan. J'ai un peu de mal. S'il te plaît, sois patiente avec moi alors que je vais essayer de l'expliquer. L'extrême gauche soutient Vladimir Poutine ou Maduro ou tout régime autoritaire parce qu'ils ont peur de l'impérialisme américain ou qu'ils s'immiscent ou créent un changement de régime. En fin de compte, ils ont peur de la puissance américaine, si on peut dire ça. Ils vont donc soutenir quelqu'un comme Vladimir Poutine. En revanche, Tucker Carlson, maintenant nous allons à droite. Tucker Carlson ou la droite
soutiendra également Poutine, mais pour une raison très différente, et la raison est celle-ci. Vladimir Poutine me ressemble beaucoup, car regardez sa position sur les valeurs traditionnelles, la famille, les questions LGBTQ, tout ce que les valeurs traditionnelles, tout ce que sont les valeurs traditionnelles. Donc Poutine, d'un point de vue culturel, ressemble à la gauche, ressemble à la droite. Est-ce que ce sont les deux plateformes que nous examinons ou que je rate quelque chose? Je pense que oui, mais je pense que nous pourrions en rajouter, aller encore plus à la racine, particulièrement avec Tucker Carlson et l'aile droite, ce que je pense que nous devons faire. Mais oui, ce sont deux plateformes différentes. Un côté essentiellement déteste les États-Unis et les rend responsables des problèmes du monde. L'autre côté vient d'un siège de nationalisme profond. Ce sont des points de vue très opposés. Pourtant, le nationalisme profond et la haine de ce qu'ils considèrent comme un néocolonialisme ou un nouveau colonialisme les amènent au même point où ils regardent Poutine. Un côté dit qu'il faut le soutenir car tous les problèmes du monde sont créés par la CIA et l'État profond, les États-Unis et les faucons de guerre. Tucker Carlson dit, l'aile droite dit du point de vue du nationalisme profond, que Poutine représente de bonnes choses, mais l'Amérique d'abord, l'Amérique d'abord, l'Amérique d'abord. Ne vous impliquez pas dans, si je peux faire référence à une citation horrible, ne vous impliquez pas dans des pays... voilà. J'espère que nous pouvons commencer à voir que c'est très différent. Est-ce que ça a un sens, Brandon? Ce sont des plateformes opposées d'où l'on peut venir. Oui, l'un méprise le pays, l'autre l'aime absolument. Si l'amour est le mot correct, je ne sais pas. Le nationalisme, ils sont profondément nationalistes, patriotiques. Oui, ce sont des points de vue totalement opposés. Je peux le voir. Je pense qu'il est juste de dire qu'ils aiment leur pays, mais le pays qu'ils envisagent tel qu'il devrait être. La partie du pays qui correspond à leur vision, pas ces gauchistes qui le ruinent. Ils préféreraient s'allier avec Poutine plutôt qu'Hillary, parce qu'ils le disent eux-mêmes. Je l'ai vu dans les rassemblements. Oui, je l'ai lu. J'ai lu certains de leurs arguments aujourd'hui. En remontant quelques années en arrière, ils ont vu que ce n'était pas vraiment un combat interaméricain. C'était un combat mondial entre leur conservatisme qu'ils voient incarné par Poutine et un combat mondial contre la gauche. Quand on les pousse à définir, à comprendre, on revient toujours aux gens. On revient toujours aux droits des femmes, aux LGBT, etc. Joséphine? Alors peut-être que mon point de vue n'est pas aussi important. Ne dis pas ça. Tout ce que tu dis est important pour nous, ok? J'ai écouté brièvement une interview de Tucker Carlson et Anya Parampil. Je n'en ai pas écouté beaucoup. Au début, elle parlait de la guerre ukrainienne et de Russie et disait que ce n'était pas la Russie qui attaquait l'Ukraine, mais que c'était le résultat de ce que l'Amérique avait fait, un coup d'État à Kiev. Et il était d'accord avec ses dires. Pendant les quelques minutes que j'ai regardé, je me suis dit que vous devriez être tous les deux d'accord à un certain niveau. Sinon, vous ne seriez pas en train d'interviewer Anya. Mais désolée, je n'ai pas regardé toute l'émission. Je n'ai écouté que ce bout-là, mais je suis arrivée à cette conclusion très rapidement.
Je ne suggère pas que les gens souffrent autant pour la cause. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tout Tucker Carlson, mais il est bon de le voir, de l'entendre et de le voir. Ainsi, nous savons à quoi nous avons affaire. Car ça aide, je pense, à assimiler les informations. Merci de nous savoir informer. Thank you. Sharon? I'm not sure if I'm Alors, je ne missing suis pas something. sûre. A bit Si je rate quelque chose, je suis un peu perdue. I was of the J'avais cru understanding comprendre que nous, that we are on nous the étions à left. gauche. And then just watching that short clip that you Puis j'ai showed. regardé le petit clip que tu as montré. Is this more about us S'agit-il seeing plutôt that de the voir left que and la the right gauche are et la droite similar? sont similaires? I'm just Je a bit suis un peu confused. confuse. S'il nous fallait dessiner notre ligne de réforme et la dispensation du cri de minuit, c'était en 2018 que nous avons reconnu que nous avons désespérément besoin de changer, de passer de l'aile droite à l'aile gauche si nous voulons correctement traiter du sujet de la loi du dimanche. Parce que nous pensons que l'aile droite, c'était l'Église et l'État. Nous faisons partie de cette histoire. Nous étions du côté du protestantisme et l'augmentation de la connaissance, de la compréhension pour le comprendre a été 2016 et l'élection 2016. Nous avons raison de passer de l'aile droite à l'aile gauche. C'est important. Je ne le remets pas du tout en question. Ce que je veux que nous voyons, c'est que lorsque nous avons fait la transition, il n'était pas si simple de dire Trump et Clinton. Vous pouvez voir que c'était Trump versus Clinton. Mais nous sommes allés assez loin avec ce message. Nous sommes allés assez loin dans la compréhension de l'élection de 2016 de manière prophétique à travers certaines histoires. Prophétiques comme la bataille d'Ipsos. Certaines choses que nous avons étudiées à ce moment-là. Je sais que Graham a fait de la bataille d'Ipsos probablement de manière la plus approfondie que n'importe qui que je connaisse. Je pense que cette histoire a été enregistrée. Nous avons vu qu'à Ipsos, Hillary Clinton aurait pu inverser la trajectoire que suivaient les États-Unis. C'est sur une trajectoire vers la loi du dimanche. Elle aurait pu faire que le bateau fasse demi-tour. Elle aurait pu empêcher ces événements de se produire. Mais elle n'a pas été voulue, elle a été rejetée. Le point que je suis en train d'exposer en ce moment, c'est qu'Hillary Clinton est détestée par une grande partie de l'aile gauche. Il ne suffit pas de dire que nous sommes féministes. Beaucoup de féministes soutiennent Johnny Depp ou des gens qui disent l'être. C'est devenu un terme que beaucoup de gens choisissent pour leur version. Si nous comprenons le vrai féminisme, alors nous ne pouvons pas le dire. Il ne suffit pas de dire que nous sommes de gauche. Nous devons savoir la signification de faire partie de la gauche. Nous devons savoir ce que l'aile gauche devrait défendre et où elle lutte et où elle échoue. Il ne suffit pas de passer de Trump à Clinton. Nous devons réellement nous ranger du côté de Clinton. Il y a d'autres factions, d'autres courants au sein de l'aile gauche que les gens peuvent suivre, qui ne les mènent pas vers l'égalité des genres. Est-ce que l'explication que je t'ai donnée a un peu de sens? Oui, c'est logique. Je regardais The Grey Zone et je pensais qu'ils étaient à droite. Je pense que ça me donne ça plus de sens. Parce que souvent, les conclusions que Grayson tire sont trop souvent en accord avec l'aile droite. Nous ne suggérons pas que nous devrions être de droite. En fait, c'est le contraire. Nous savons maintenant quels sont les enjeux du côté de l'extrême gauche. Parce que ce qui ne va pas de ce côté de l'extrême gauche, c'est ce qui fait qu'ils sont d'accord avec l'aile droite. Nous le disséquerons un peu plus.
J'espère que j'espère qu'en expliquant un peu plus le conservatisme, je pourrais vous demander à la fin de la classe si c'est plus clair pour vous, si j'explique un peu plus le conservateur. Est-ce que ça va? Oui, merci. Marie? Cela peut sembler un peu simpliste, mais il semble que George Bush, en tant que puissance unilatérale, ait suivi le modèle de l'extrême gauche pour expliquer pourquoi elle est si opposée à l'implication de l'Amérique sur le plan international. Mais dans le processus, l'extrême gauche soutient en fait les dirigeants autocratiques. C'est un peu contradictoire. Tu vas dans le cœur de ce que je suis en train, ce que je suis sur le point de dire. Ben, je suis désolée alors. Non, s'il te plaît, ne sois pas désolée. Je dois interdire aux femmes de s'excuser dans cette classe. C'est parfait. Tu le vois déjà et je suis contente de l'entendre. Parce que nous devons amener George Bush et ses guerres. Avais-tu fini, Marie? Oui, c'est tout ce que j'avais à dire. Graham? J'avais une petite question. Dans le passé, nous sommes concentrés sur la relation entre l'Église et l'État en Amérique, puis sur la relation entre l'Église et l'État et l'Église, par exemple, en Russie, le roi du Nord et les différences que nous voyons dans le roi du Sud. Cet état d'esprit, nous le retrouvons partout dans le monde, dans ces sphères d'influence. Est-ce quelque chose de similaire que nous voyons ici avec cette idéologie de gauche et de droite, au lieu que ce soit l'Église qui prime sur l'État? Est-ce que nous voyons la culture sur l'État et l'État sur la culture? Si ça ne te dérange pas, je pourrais enregistrer cette question dans ma banque de données, mais je vais essayer de loger cette question dans ma banque de données car je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre maintenant. Les choses s'éclaircissent dans mon esprit au fur et à mesure que nous discutons et peut-être qu'en allant plus loin dans la culture, une réponse à cette question pourrait se matérialiser et prendre plus de sens. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question maintenant. Est-ce que cela te convient? Oui, pas de problème. Joséphine? Et ensuite, je vais continuer. How shall I say this? We don't have church as we first. Nous n'avons pas d'église comme nous le pensions au départ. Nous avons la culture, mais la culture, pour moi, c'est comme une forme de Dieu. Je suis mon propre Dieu, comme un taureau Apis, comme en Égypte. Est-ce que j'embrouille tout le monde ou est-ce que je m'embrouille moi-même en le formulant ainsi? C'est votre culture, vous voulez servir votre propre personne, c'est l'exaltation de soi, c'est Dieu dans votre propre esprit? Je pense que c'est une autre question que nous devons garder à l'esprit et aborder au fur et à mesure, mais il faut qu'elle soit liée à cette idée. Nous pouvons facilement voir le taureau Apis dans les institutions religieuses, chez les individus, mais il devient tellement plus puissant, plus important quand vous l'apportez à la culture. Et vous dites, je vais faire en sorte que cela me convienne. Je ne veux pas encore parler de l'article que j'ai donné la semaine dernière. Je vais en donner un autre aujourd'hui et nous y reviendrons une fois que nous aurons lu 3 ou 4 articles. Mais n'est-ce pas l'un des points soulevés par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, les pays qui disent que nous allons prendre les droits de l'homme universels, mais seulement
comme ils nous conviennent. Et nous allons modeler quelque chose qui est basique, des factuels, des droits de l'homme universels, pas difficile à comprendre. Nous allons les modeler et les mélanger à ceux qui nous conviennent, qui nous font se sentir bien pour nous. Plus nous y réfléchissons, plus nous devrions être capables de le voir, même dans l'Ancien Testament. La bataille la plus difficile que Dieu a menée a été de séparer Israël de toutes les cultures qui l'entouraient. C'était plus que diriger une idole à Baal. Et je suis un Dieu jaloux. C'était beaucoup plus que cela. Quand ils ont apporté ces idoles, ils ont apporté toutes les cultures des membres de leur famille qui entouraient ce type de culte. Vous avez ces idoles, donc vous avez ces temples. Vous avez ces temples, donc vous avez des prostituées de temples. Vous avez des couches d'abus qui commencent. Dieu ne disait pas « Je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas que vous parliez à un autre Dieu. » Il essayait d'amener Israël à accepter une culture qui était censée appartenir à un autre royaume, qui ne se trouvait même pas sur cette terre. Et cela nécessitait d'identifier les cultures dans lesquelles ils vivaient, l'Égypte ou les cultures qui les entouraient, qui étaient incarnées dans leur famille, puis de rejeter ces cultures, celles dans lesquelles ils vivaient, celles dont ils étaient issus, celles qui les entouraient. C'était un combat culturel, parce que si nous revenons à cette période, ça a l'air très religieux. Ça avait l'air religieux. Je dirais que jusque dans les années 2000, ça avait l'air religieux, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Mais oui, même quand nous regardons en arrière, nous devons voir le taureau Apis. Que dit Anya Parampil? D'où sont tirées les fausses informations qu'elle détient? Ils manipulent les nouvelles et la culture à leur convenance, mais pas à leur propre convenance mais que leur a appris la culture qu'ils aiment sur ce qui est bien ou mal. Généralement sur des questions liées aux femmes, aux genres, aux lesbiennes, aux gays, aux bisexuels, trans, intersexuels, aux queers. Dans ce spectre de questions liées au genre, les pays et les cultures disent que nous allons prendre la charte des Nations Unies pour les droits de l'homme universels et nous allons la prendre et la modeler comme nous le voulons, mais pas comme nous le voulons, mais comme nos pères l'ont fait, comme nos grands-pères l'ont fait, comme nos arrière-arrière-grands-pères l'ont fait, d'une manière qui respecte ce que nous vénérons, ce qui nous est cher, qui n'est pas la religion, mais la culture. Les gens adorent leur culture. C'est pourquoi ils préfèrent quitter ce mouvement ou quitter le christianisme tout court, plutôt que de voir leur culture remise en question. Nous continuerons à revenir sur ce point. Et j'espère que nous serons plus précis au fur et à mesure. Je voulais ramener ce point à l'aile droite de nouveau. Si nous regardons le conservatisme, si j'écris conservateur et que vous me laissez le diviser encore une fois, je veux citer Max Blumenthal. J'ai cité la semaine dernière une source du nom Coda Story. Je n'aime pas tous leurs articles. Ils sont plutôt de gauche. Ils sont quelque part par ici, de l'extrême gauche. Je voulais aussi ajouter The Young Turks à notre liste. Si vous les connaissez, ils ne sont pas aussi mauvais, mais ils sont définitivement mauvais. Ils ont beaucoup de théories de complotistes. Ils n'ont pas un dossier très propre sur les reportages factuels. Il y a d'autres problèmes ici. Mais j'ai cité Coda Story, qui peut faire un peu la même chose. Je n'ai pas beaucoup lu leurs sources, mais sur ce sujet, ils ont reproché à The Grayson de soutenir Assad en Syrie et ses régimes.
Ils ont contacté Max Blumenthal et lui ont dit qu'il publiait cette histoire. Voulez-vous faire un commentaire? Max Blumenthal lui a répondu en disant, nous, Grayson, considérons Coda Story comme un magasin de propagande de l'OTAN enveloppé dans un blog néocon. NATO propaganda shop wrapped in a boring neocon blog. So we're not interested Un magasin in de any propagande de back and forth, l'OTAN but enveloppé we dans do un blog encourage you to néocon run the following ennuyeux. statement Donc in nous the ne sommes context pas of truth. intéressés par un The quelconque Grey Zone va-et-vient. does not favour Mais nous re-education vous centres encourageons for à anyone publier la except déclaration smarmy, suivante. warmongering, Dans le contexte de la Chine, The Grey Zone n'est neoconservatives. pas favorable aux centres de rééducation, So, sauf pour les fraudeurs neocons, néoconservateurs, neoconservatives. bellicistes, hypocrites. You see this over and Néocon, over and over again. néoconservateurs. They're attacking Vous le voyez encore et neoconservatives. So encore. what does it mean to be a Ils neoconservative? attaquent les néoconservateurs. Qu'est-ce que ça veut dire Neo d'être un néoconservateur? means new. Néo It's signifie new nouveau. conservatism. And if you go back and C'est le read, nouveau you conservatisme. read these people, they're attacking over Et and si over vous again, revenez en arrière et using que it as vous a lisez slur, ces neocons, journalistes, neocons, ils attaquent à neocons. maintes reprises So et I want utilisent us ce to mot see comme the une two L6, splits, because néocon, there's two types néocon. of conservatism. J'aimerais que nous voyions les deux Neoconservatism séparations, divisions, scissions qui and existent. Il existe deux types de paleoconservatism. conservatisme, Have you le heard the paleo diet? néoconservatisme et le paléoconservatisme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du régime paléo? Molly, what is the paleo diet? Molly, qu'est-ce que le régime paléo? Why do they C'est une sorte de régime à eat base so de much viande. meat and call it paleo? Pourquoi mange-t-il autant de viande et appelle ce régime paléo? Il voulait le placer sur les protéines Do you know why they au lieu incorporate so much de meat? glucides. Sais-tu pourquoi ils incorporent autant de viande? Afin que tu ne puisses pas prendre de poids, tu ne puisses pas grossir. Oui, tu entres dans l'aspect de la santé. The historical side is that Le côté historique est que means paléo signifie so the paleo diet vieux, ancien. translated literally from the Greek. Le régime is the paléo, old diet. traduit People who littéralement eat du paleo grec, diet, the mindset behind signifie it is that régime we ancien. should be eating what Et les we personnes ate qui suivent un back régime when paléo, we l'état were d'esprit, le principe qui se trouve attaché à ce régime back to est que nous evolution, devrions like nous alimenter what comme people l'époque ate des hommes des cavernes. when they were En remontant dans l'évolution, l'idée de ce que les gens mangeaient quand ils étaient des hommes et des and femmes des that cavernes. was kind of pre-agriculture. Et It c'était was supposed to be avant like l'agriculture. you said, a lot of C'était meat. censé Whereas être they beaucoup are de viande, comme tu l'as dit, parce so qu'ils we should be chassaient. eating what we would hunt today. Does that C'est ce que ring a vous bell, Molly? chassiez et que vous mangiez. Yeah, it was sort of the original diet. Est-ce que ça Yeah. te What they rappelle think quelque was- chose? we Oui, had c'est en an quelque Eden sorte pour eux le And régime evolutionists d'origine. has the Oui, paleo diet. ce qu'ils pensent qu'était le régime à evolutionists l'origine. Nous, nous claim avons le that régime de l'Éden. Un évolutionniste a le Right. régime paléo, la version Okay. évolutionniste de l'Éden. So this is paleo just means old. Neo means new. Paléo So veut dire new vieux, ancien. conservatism Néo versus signifie old nouveau. conservatism. Nous avons le nouveau And I want to conservatisme explain- versus le vieux conservatisme. Et je veux expliquer Graham. la différence. Graham, No, it's fine. Sorry, I was just mentioning paleo. That was all. You've already said it. non, c'est bon, désolé, je mentionnais le paléo, c'est tout, tu l'as déjà dit. Je suis désolée de t'avoir manqué. J'aurais aimé l'entendre avec tes mots. Ça Ça vient- vient. Alors, ça vient de la racine grecque paléo qui signifie ancien vœu. Il l'utilise avec un certain humour. Il fait référence à un paléo-conservateur qui prétend être la tradition conservatrice historique et authentique. Et par contraste au nouveau conservatisme, ils sont les conservateurs classiques. Donc, ils font remonter leur philosophie aux républicains de la vieille droite de l'entre-deux-guerres qui ont incité les États-Unis à ne pas adhérer à la Société des Nations, à réduire l'immigration avec l'adoption de la loi sur l'immigration de 1924 et à s'opposer à Franklin Roosevelt. Ils remontent souvent encore plus loin à Edmund Burke ainsi qu'au mouvement antifédéraliste
qui s'est étendu à l'époque de Thomas Jefferson et John Calhoun. J'essaierai de rester simple parce qu'il entre dans un tel langage, mais c'est essentiellement une différence de ce qui est clairement vu avec leur politique étrangère. En politique étrangère, donc alors, le nouveau conservatisme est en leur principale préoccupation est d'empêcher le développement d'un nouveau rival. Nombre de ces adhérents sont devenus politiquement influents durant les administrations présidentielles républicaines des années 1970, 80, 90 et 2000, avec un pic d'influence durant l'administration de George Bush, lorsqu'ils ont joué un rôle majeur dans la promotion et la planification de l'invasion de l'Irak en 2003. Les détracteurs du néoconservatisme ont utilisé le terme pour décrire les faucons de la guerre, de la politique étrangère et de la guerre qui soutiennent le militarisme agressif ou le néo-impérialisme. Historiquement parlant, le terme néoconservateur désigne ceux qui ont fait le voyage idéologique de la gauche anti-stalienne vers le camp du conservatisme américain dans les années 1960 et 70. Les néoconservateurs sont favorables à une restauration des rôles traditionnels des hommes et des femmes et à un renversement des familles traditionnelles afin d'adapter les structures sociales au capitalisme libre qu'ils réclament. Si vous pensez néo, pensez à George Bush, Donald Rumsfeld, tous les gens qui les entouraient au début des années 2000. C'est à ce moment-là que le néoconservatisme a atteint son apogée. C'est un combat entre les interventionnistes et les isolationnistes. Et si vous les recherchez en ligne, ils aiment dénigrer et utiliser des insultes l'un contre l'autre. Un paléo dira qu'un néo n'est pas un vrai conservateur, ils sont en fait des libéraux, et un néo dira qu'un paléo n'est pas un vrai conservateur, qu'il est en fait un libéral. Ils sont tous les deux conservateurs. C'est que le mot libéral est pour eux une insulte. Ils s'attaquent mutuellement avec ce mot, mais ils sont tous deux strictement conservateurs. C'est la différence entre un interventionniste et un isolationniste. Les paléoconservateurs ont trouvé une résurgence dès que la guerre d'Irak a commencé à déraper. Milieu et fin des années 2000, le néoconservatisme commence à mourir. Tout le monde s'en est détourné. Et ceux qui commencent à se lever pour la première fois depuis quelques décennies, c'est le paléoconservatisme. Et j'aimerais que nous voyions, et j'espère que nous voyons que c'est vraiment horrible, le paléoconservatisme. Les paléoconservateurs soutiennent les restrictions à l'immigration, la décentralisation, les tarifs commerciaux et le protectionnisme, le nationalisme économique, l'isolationnisme et un retour aux idéaux conservateurs traditionnels en matière de genre, de culture et de société. Les paléoconservateurs ont tendance à s'opposer à l'avortement, au mariage gay, aux droits LGBT. Les deux sont conservateurs sur les questions du genre. La différence se situe surtout au niveau de la politique étrangère. Le terme paléoconservatisme est apparu dans les années 1980 à la suite de la guerre du Vietnam, ce qui a contribué à diviser encore davantage ces deux courants du conservatisme, pour la guerre du Vietnam et contre la guerre du Vietnam. Chronicle, c'est une publication paléoconservatrice, promeut une vision du monde traditionnaliste du Sud axée sur l'identité nationale, la particularité régionale et le scepticisme à l'égard des théories abstraites et du pouvoir centralisé. Ils sont contre un grand gouvernement, mais aussi contre une branche exécutive puissante. George Bush a rendu le pouvoir exécutif très puissant. Les néoconservateurs n'ont pas de problème avec un grand gouvernement. Les paléoconservateurs remettent en question l'hypothèse selon laquelle la culture et les mœurs européennes peuvent être transplantées ou même imposées aux cultures non occidentales en raison des héritages culturels distincts. Par conséquent, les paléoconservateurs se distinguent surtout par leur opposition catégorique à l'immigration ouverte des non-européens et par leur désapprobation générale de l'intervention américaine à l'étranger. Alors, un paléoconservateur a écrit « Les républiques s'occupent de leurs propres affaires, leurs gouvernements ont des pouvoirs très limités et leurs habitants sont très occupés à pratiquer l'autonomie pour se préoccuper des problèmes des autres pays. Les empires ne se contentent pas d'intimider les petites nations sans défense. Ils ne peuvent pas non plus laisser leurs propres sujets infortunés tranquilles. Les empires et les petits gouvernements ne sont pas plus compatibles. Ils disent « Nous sommes une république, nous ne sommes pas un empire.
Par conséquent, nous devrions nous occuper de nos propres affaires et de ne pas intervenir ou nous occuper de ce que les autres gouvernements font. Nous devrions être trop occupés à nous gouverner, à nous préoccuper de nous de nous occuper des problèmes des autres pays. En revanche, les paléoconservateurs considèrent que les néoconservateurs sont des bâtisseurs d'empires et qu'ils sont eux-mêmes des défenseurs de la République, citant Rome comme exemple de la façon dont une campagne permanente d'expansionnisme militaire peut détruire une république. Sur certaines questions, de nombreux paléoconservateurs sont difficiles à distinguer des autres membres du spectre conservateur. Par exemple, ils ont tendance à s'opposer à l'avortement sur demande, l'avortement et au mariage homosexuel, tout en soutenant la peine capitale. Donc, ils attaquent le néoconservatisme. Aujourd'hui, ils attaquent ce qui est essentiellement mort. I'll just give a couple of more quotes and then we'll have to close for time. Je vais vous lire quelques citations supplémentaires, puis nous terminerons en raison du temps. Donc, de nombreux paléoconservateurs affirment également que les Occidentaux ont perdu le contact avec leur héritage classique et européen au point qu'ils risquent de perdre leur civilisation. De nouveau, la théorie du remplacement, elle vient de cette branche paléoconservatiste. C'est Tucker Carlson. C'est pourquoi Anya Parampil et Tucker Carlson vont se réunir et se déchaîner sur le néoconservatisme et l'intervention américaine. Mais le paléoconservatisme est au mieux pire. Il est plus à craindre. C'est ce qui est mort sous la présidence de George Bush et qui a commencé à remonter vers 2009. C'est ce qu'ils disent. Le souci des droits des États, de l'autonomie locale et de l'identité régionale était autrefois considéré comme allant de soi partout en Amérique. Mais les États-Unis ne sont plus comme autrefois une union fédérale d'États et de régions divers. L'uniformité nationale est imposée par la classe politique qui dirige Washington, la classe économique qui possède Wall Street et la classe culturelle en charge d'Hollywood et de l'Ivy League. Dans le New Dixie Manifesto de 1995, Fleming et Michael Hill, paléoconservateurs, soutiennent que les sudistes sont bombardés d'injures ethniques, privés d'autonomie et dépouillés de leurs symboles, notamment du drapeau confédéré. Ils le prennent au niveau international. Ils le prennent aussi au niveau régional. La nécessité de préserver la culture régionale, y compris dans le Sud où les habitants sont privés de leur propre identité. À cause de l'interventionnisme des États-Unis, l'interventionnisme de Washington. L'Empire pèse de tout son poids sur le monde, le néoconservatisme. La République s'occupe de ses propres affaires. Mais les États-Unis devraient-ils se mêler de leurs affaires? Je pense que nous devrions demander à Hillary Clinton et à son ennemi numéro 1, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine ne voulait pas qu'elle soit élue parce qu'il savait que sur la scène mondiale, elle ne s'occuperait pas de ses propres affaires. Sommes-nous donc d'accord pour dire que même si un empire qui pèse de tout son poids semble mauvais, croyons-nous vraiment que les États-Unis devraient s'occuper de leurs propres affaires? Le féminisme est la plus grande menace pour le paléoconservateur, car il détruit l'unité familiale. Que veut Tucker Carlson? Il veut que les États-Unis restent en dehors de la question de l'Ukraine. Ce n'est même pas qu'il soit particulièrement amoureux de Vladimir Poutine non plus. C'est exactement ce qu'il a dit quand il a dit « Est-ce que Vladimir Poutine m'a déjà fait du mal? Non. Est-ce que Poutine m'a déjà retiré mes armes ou accusé ou menti à mon sujet? Non. Pourquoi est-ce que je me soucie de ce qu'il fait? Ce n'est pas nécessairement de l'amour pour Poutine, mais il le dit même dans ses propos. Il ne veut pas s'en soucier parce qu'il est un isolationniste et que la politique américaine devrait s'arrêter là où l'eau de mer commence, pour les citer. Les États-Unis ne devraient pas s'ingérer dans les affaires étrangères. Ces troupes devraient être ramenées à la maison. L'Amérique en a besoin à la frontière du Sud, n'est-ce pas? Elle a besoin de son armée à la frontière du Sud. Elle a besoin de son armée dans les écoles pour arrêter les fusillades dans les écoles, pas en Afghanistan, pas en interférant, comme Trump l'a dit, dans des nations sans valeur. Mais s'ils veulent reconstruire cette République correctement, ce dont ils ont besoin, ce sont leurs valeurs familiales, traditionnelles, leur
version de la cellule familiale qui exige que les femmes fassent des bébés et reviennent à leur place. Le féminisme, le mariage gay frappe au cœur du paléoconservatisme d'une manière bien plus agressive, d'une manière bien plus effrayante pour un paléoconservateur que pour un néoconservateur. Pour certains activistes, législateurs et commentateurs, la décision de Carlson de minimiser l'invasion imminente de la Russie et de s'opposer aux critiques du président russe Vladimir Poutine signifie qu'il prend le parti de la Russie contre les États-Unis. Mais c'est une mauvaise lecture. Carlson n'est pas en faveur de la Russie sur l'Amérique et ne cherche pas à aider la Russie à dominer ou à contrôler les États-Unis. Il veut que les États-Unis soient comme la Russie et conformément aux principes paléoconservateurs et nationalistes blancs, il a une aversion pour l'interventionnisme étranger afin que le militarisme américain puisse se développer chez lui. Ils ont besoin de l'armée à la frontière du Sud. Il dit, Tucker Carlson est un paléoconservateur strictement isolationniste. Il soutient les tarifs douaniers plutôt que le libre-échange. Il est anti-immigration, anti-intervention. Si nous nous posons la question à savoir la raison pour laquelle la droite semble se diviser sur la question de la guerre en Ukraine et où certains semblent soutenir la Russie ou disent laisser la Russie faire ce qu'ils veulent, c'est parce que nous venons de l'ère de George Bush. Nous le voyons encore à travers George Bush. Semons les graines de la démocratie d'intervention type du Parti républicain. Ces morts, ce sont les voix de Tucker Carlson, les voix des isolationnistes. Il y a un article de Vox datant de 2016 qui vaut la peine d'être lu. S'intitule « Le paléoconservatisme, le mouvement qui explique Donald Trump expliqué ». Ça vaut la peine d'être lu que de le citer. Mais en raison du temps, je le cite. Je pense que je vais le laisser là pour aujourd'hui. C'est ici que ce que nous disons commence à avoir du sens. Du moins, je l'espère. Quand nous abordons l'extrême gauche a un terrain d'entente avec Tucker Carlson. Et quand je dis extrême gauche, je veux faire une remarque. La semaine dernière, nous avons comparé Max et Max. Je veux faire une remarque. Lorsque nous avons remarqué à Max de l'aile droite de l'article de Vox, il se trouve ici, là. Ensuite, c'est Ron Dan Hollander qui est à l'extrême droite. Mais Max de Vox est à droite. Lorsque nous parlons de Max de The Grayson, c'est lui qui est l'extrême. Je veux que nous puissions voir cette différence. Max de Vox, c'est un libertaire de la société de droite, mais il n'était pas l'extrême droite. Nous parlons de l'extrême ici, et quand je mentionne des sites comme Democracy Now, The Young Turks, même quand j'ai lu des articles tels que The Guardian, The New York Times, The Washington, il nous faut voir ça. Parce que ça, c'est ce qu'il nous faut passer au crible. Pour passer au crible ce qu'ils font mal. Brendan. Et ensuite, je vais vous donner le nouvel article en conclusion. Je ne suis pas sûre si ça ira. J'ai l'impression que je vois déjà des problèmes, mais je vais quand même le dire. Vous avez ce graphique qui divise les conservateurs. Il y a les nouveaux et les anciens. Vous avez les isolationnistes, vous avez les interventionnistes. Et de l'autre côté, il y a la gauche. L'extrême gauche ne veut pas. L'extrême gauche ne veut pas intervenir. C'est une façon de le dire. Ils ne veulent pas intervenir parce que l'Amérique ne devrait rien faire, parce que c'est eux le problème. Ils détestent l'Amérique. Restez en dehors. Vous êtes le problème qui cause tous ces problèmes. Alors qu'Hillary Clinton,
Elle est l'interventionniste qui va I intervenir. wouldn't She's call her a like the- neoconservative, but she wasn't an isolationist. Elle n'est pas she wasn't- néoconservatrice. She wasn't Elle No, n'était she's pas not a- isolationniste. Libya, Elle n'était pas du Benghazi, côté de Libya. l'extrême gauche. That's En her Libye, record. Benghazi, Kadhafi. Do we- So do she's we she's side the with her? C'est son... so Hillary Clinton's the liberal, but she will intervene. So she's Elle est the libérale. opposite Elle of the interviendrait. far left there because Elle est l'opposé de l'extrême gauche. do the opposite of what the far that the grey zone wants. Elle est l'opposé de ce que I don't know what I'm saying here. l'extrême gauche fait. I haven't stated, Je ne sais même pas ce que je dis ici. and I'm deliberately, because I want to Je ne build l'ai up pas to dit. it, I haven't stated Et je le fais exactly what I délibérément think they parce que get je wrong. veux le construire. Je I n'ai don't pas want dit it to exactement appear ce that I que have je pense que stated it, l'extrême because I don't gauche want fait to de be mal. misunderstood. Je ne veux But I pas haven't que vous stated pensiez what que I je think l'ai they get formulé parce the que je ne veux fundamental pas être issue mal they comprise. get wrong. Je n'ai pas I énoncé want le to build problème it fondamental with us que understanding l'extrême the gauche political rencontre. Je structure veux le and then construire some what I ensemble think are pour really que nous important comprenions la structure politique avec ce que je Yeah, pense But être des for articles us vraiment just to see importants. that Hillary Clinton was the solution, Mais nous and she's devons not voir this. qu'Hillary Clinton No, était la she's not. And it's solution not this et that elle I n'est think pas people in the l'extrême movement gauche. are necessarily following. Et ce But n'est it's pas articles l'extrême gauche que les in personnes sources du I mouvement like suivent nécessairement, I know mais they're ce sont reading des and agreeing articles with. dont des sources que Worse, j'aime, far worse than que je that, sais is qu'ils social lisent et commentators, social approuvent, media, mais bien pire que ça, ce sont des commentateurs sociaux, les médias sociaux, des comédiens, des animateurs de fin de soirée que les gens du mouvement écoutent. Mais elles ne réalisent pas, mais les gens ne réalisent pas que c'est l'extrême gauche. C'est comme si ce Max de l'article Vox ne voit pas que c'est Royden Hollander et spécialement quand on vient dans le camp de Bernie Sanders. C'est ce que je veux que nous comprenions, car une fois que nous le verrons, nous saurons de quelle manière passer au crible les sources, les publications que nous regardons. Je ne suis pas intéressée à regarder The Young Turks. Par contre, ça m'intéresse de lire le Guardian. Une fois que je vois quel est le problème, je peux aller lire The Guardian, identifier un auteur particulier dont vous n'aimez que la moitié de l'article, parce qu'une fois qu'il commence à donner son opinion, elle a l'odeur de l'extrême gauche, et vous commencez à faire le tri dans l'aile gauche. Mais j'espère que le sujet deviendra plus clair. Nous referons une révision complète la semaine dernière, parce que je ne veux pas que les gens soient laissés en arrière. Donc j'aimerais vérifier que nous sommes tous au même endroit. Nous ferons une révision et je poserai des questions pour m'assurer que nous ne sommes pas confus sur ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais nous devons voir le conservatisme est divisé entre les Never Trumpers. Généralement, les Never Trumpers sont des conservateurs. C'est la guerre au sein du Parti conservateur. Les paléo-conservateurs ont gagné. George Bush Jr. n'avait plus le temps pour Donald Trump. Il n'a pas voté pour lui. Ils sont très différents. Mais c'est le paléoconservatisme qui a engendré la droite alternative. C'est le paléoconservatisme qui dit de laisser le pays faire ce qu'ils veulent, les pays faire ce qu'ils veulent, un message qui fait appel au libertarianisme. C'est le libertarianisme qui est combiné avec le paléoconservatisme. C'est le paléoconservatisme qui a créé la droite alternative ou l'extrême droite et les groupes miliciens. Ce n'est pas l'ère George Bush, pas l'ère de la guerre d'Irak. Ils ont un ennemi commun et c'est pourquoi Anya Parampil va rencontrer Tucker Carlson, parce qu'ils ont un terrain d'entente, même s'ils viennent de plateformes opposées. Un article que je vais distribuer et l'ancien Parmenter a été merveilleux, il l'a déjà mis en format PDF. Je vais envoyer le PDF avec une explication sous peu. Je veux prendre cette discussion sur l'aile gauche et la mener au sujet d'Israël versus la Palestine. Nous savons que l'aile droite est obsédée par Israël, mais l'aile gauche, et plus particulièrement certaines factions de la gauche, le sont autant. Et cet article commence à examiner la raison. Je vais partager l'écran. Open Democracy.
intitulé La singularisation d'Israël, une perspective de la gauche. Comment la lutte pour la Palestine a-t-elle acquis une telle importance au sein de la gauche? La réponse pourrait nous dire quelque chose sur les schémas de pensée plus larges de la politique de la gauche aujourd'hui. L'article est assez long, mais il vaut la peine d'être lu. De nouveau, il va au cœur de ce que nous cherchons. Nous voulons voir les problèmes de l'aile gauche. De nombreuses parties de l'aile gauche, le camp Bernie en particulier et d'autres, pourquoi se concentrent-ils tant sur les droits des Palestiniens? C'est une discussion très intéressante. Nous conclurons en raison du temps. Et s'il vous plaît, parlez, écrivez si vous êtes confus, parce que je ne veux pas avancer si les gens sont confus. Nous répéterons jusqu'à ce que tout soit clair. Si vous vous agenouillez avec moi, nous terminerons par une prière. Seigneur, nous voyons dans le message prophétique que tu nous as donné les réponses à tous et nous sommes prêts à les voir. Certaines d'entre elles peuvent être en désaccord avec ce que nous avons construit dans nos esprits, pas avec les sources de la droite, mais avec celles de la gauche. Certaines discussions sont extrêmement chargées émotionnellement, comme l'État palestinien, l'apartheid d'Israël, le colonialisme. Seigneur, je prie pour que tu nous aides à distinguer la vérité de l'erreur. Aide-nous à voir des choses qui peuvent ne pas nous plaire, mais qui sont conçues pour nous changer, conçues pour nous aider à affronter les erreurs qui ont un impact non pas sur notre vie dans ce monde, mais la culture dans laquelle tu as toujours voulu qu'Israël entre. Notre espoir d'un monde différent, centré sur une forme différente de culture. Je prie, Seigneur, pour que tu nous aides à faire ce travail douloureux, pour recabler nos cerveaux, pour remettre en question nos émotions et nos sentiments. Lorsque nous voyons les femmes représentées en ligne dans les médias sociaux, lorsque nous regardons comment l'aile gauche en particulier traite les questions de genre, que nous confrontions notre propre sexisme, nos propres préjugés et nos propres excuses, et que nous soyons prêts pour le royaume que tu es en train de mettre en place. Parce que, Seigneur, nous voulons y être, mais nous voulons aussi que tous les participants à cette réunion et nos proches y soient aussi. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen.